Chapitre 5. En lisant les Ides de Mars, j'ai trouvé une phrase sinistre que l'auteur attribue à Jules César. Il est impossible de ne pas finir par être tel que les autres vous voient. Je n'ai pu vérifier sa véritable origine dans l'œuvre de César, ni dans celle de ses biographes, de Suétone à Jérôme Carcopino, mais elle valait la peine d'être retenue. Son fatalisme, appliqué aux événements de ma vie, dans les mois qui ont suivi, m'a donné la détermination qui me manquait pour écrire ce mémoire et l'ouvrir sans pudeur sur mon amour pour Delgadina. Je n'avais pas un instant de paix. C'est à peine si je touchais à la nourriture, et j'avais tant maigri que je flottais dans mes pantalons. Les douleurs erratiques ne quittaient pas mes os. Mon humeur changeait sans raison. La nuit, j'étais dans un état de voyance lucide qui ne me permettait ni de lire ni d'écouter de la musique, et la journée, une somnolence comateuse me faisait piquer du nez sans que je parvienne à dormir. Le soulagement est tombé du ciel. Dans l'autobus bondé de Loma Fresca, une personne assise à côté de moi, que je n'avais pas vu monter, m'a murmuré à l'oreille. « Tu baises encore ?» C'était Casilda Armenta, un vieil amour à 3 francs 6 sous qui m'avait supporté comme client assidu depuis qu'elle était une adolescente altière. Une fois à la retraite, à moitié malade et sans un centime, elle avait épousé un horticulteur chinois qui lui avait apporté son aide, donné son nom et peut-être un peu d'amour. À 73 ans, elle n'avait pas pris un gramme. Elle était toujours belle et énergique et avait gardé intacte l'impudence du métier. Elle m'a conduit chez elle, en haut d'une colline sur la route de la mer où des Chinois cultivent la terre. Nous nous sommes assis dans des chaises longues sur la terrasse ombragée, entre les fougères, les massifs d'astromélia et les cages à oiseaux suspendues à l'auvent. À flanc de coteau, on apercevait les jardiniers chinois coiffés de chapeaux coniques qui semaient sous le soleil brûlant, et le bassin grisâtre de Las Bocas de Ceniza avec les 2 brise-lames de roches qui canalisent le fleuve sur plusieurs kilomètres dans la mer. Tandis que nous bavardions, un transatlantique blanc est entré dans l'estuaire et nous l'avons suivi des yeux, en silence, jusqu'au moment où nous avons entendu son mugissement de taureau lugubre dans le port fluvial. « Tu te rends compte ?» a-t-elle dit dans un soupir. « C'est la première fois en plus de 50 ans que je ne te reçois pas dans mon lit. »« Nous ne sommes plus les mêmes, » ai-je dit. Elle a poursuivi sans m'écouter. « Chaque fois qu'on dit quelque chose sur toi à la radio, qu'on te couvre d'éloges parce que les gens t'aiment bien et t'appellent le maître de l'amour, excuse-moi du peu, je me dis que personne n'a connu tes travers et tes bizarreries aussi bien que moi. C'est vrai, personne n'aurait pu te supporter comme je l'ai fait. » J'ai craqué. Elle l'a senti, et en voyant mes yeux se mouiller de larmes, elle a dû s'apercevoir tout à coup que je n'étais plus celui que j'avais été. J'ai soutenu son regard avec un courage dont je ne me serais jamais cru capable. « C'est que je me fais vieux, » lui ai-je dit. « Nous sommes vieux, » a-t-elle soupiré. « L'ennui, c'est qu'au-dedans, on ne le sent pas, mais qu'au dehors, tout le monde le voit. » Il était impossible de ne pas lui ouvrir mon cœur. Aussi lui ai-je raconté sans rien omettre l'histoire qui me brûlait les entrailles. Depuis mon premier coup de téléphone à Rosa Cabarca, la veille de mes 90 ans, jusqu'à la nuit tragique où j'avais saccagé la chambre et n'y avais plus remis les pieds. Elle m'a écouté déverser mon chagrin comme si elle le vivait, a médité un moment, et à la fin m'a dit dans un sourire « Fais comme bon te semble, mais ne perds pas cette gamine. Il n'est pire malheur que de mourir seul. » Nous sommes allés à Puerto Colombia pour le petit train miniature, aussi lent qu'un cheval au pas. Nous avons déjeuné face à la jetée de bois vermoulu par où le monde entier était entré dans le pays avant qu'on ne drague les bocas de Ceniza. Nous nous sommes assis sous une paillote où de grandes matrones noires servaient du poisson frit accompagné de riz à la noix de coco et de rondelles de bananes vertes. Nous avons somnolé dans la torpeur lourde de 2 heures et poursuivi notre conversation jusqu'à ce que l'énorme soleil incandescent s'enfonce dans la mer. La réalité me semblait fantastique. « Regarde où s'est échouée notre lune de miel, » a-t-elle dit sur un ton moqueur. Puis, reprenant son sérieux, elle a ajouté
Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois défiler les milliers d'hommes qui sont passés dans mon lit, et je donnerai mon âme pour être resté avec le pire d'entre eux. Grâce à Dieu, j'ai rencontré mon Chinois à temps. C'est comme être marié avec un petit doigt, mais il est tout à moi. Elle m'a regardé dans les yeux et a guetté ma réaction avant de poursuivre. Va sans attendre chercher cette pauvre gosse, même si ce que t'as dit ta jalousie est vrai, car personne, je dis bien personne, ne peut te reprendre ce que tu as vécu. Mais sans romantisme de grand-père. Réveille-la, baise-la jusque par les oreilles avec ce braquemar de cheval dont a gratifié le diable pour te récompenser de ta lâcheté et de ta mesquinerie. Et du fond du cœur, elle a conclu. Ne va pas mourir avant de faire l'expérience de tirer un coup par amour. Le lendemain, ma main tremblait quand j'ai composé le numéro de téléphone. Autant à cause de la nervosité à l'idée de revoir Delgadina que de l'incertitude quant à la façon dont me répondrait Rosa Cabarca. Nous avions eu une querelle sérieuse à cause du prix abusif qu'elle avait fixé pour les dégâts que j'avais causés dans sa chambre. J'avais dû vendre un des tableaux préférés de ma mère qui valait une véritable fortune. Mais à l'heure de vérité, je n'en avais pas tiré le 10e de ce que j'espérais. J'ai arrondi la somme avec le reste de mes économies, et j'ai porté le tout à Rosa Cabarca à cette seule condition. C'est à prendre ou à laisser. Ce qui équivalait à une action suicidaire, car en ne vendant qu'un seul de mes secrets, elle aurait anéanti ma bonne réputation. Mais elle n'a pas bronché et a gardé les tableaux qu'elle avait pris en gage le soir de la dispute. J'avais tout perdu d'un seul coup de dé. Delgadina, Rosa Cabarca et mes dernières économies. Cependant, la sonnerie a retenti une fois, 2 fois, et à la 3e elle a décroché. Qui est-ce ? La voix m'a manqué. J'ai raccroché. Je me suis jeté dans le hamac en essayant de me rasséréner à l'aide du lyrisme ascétique de Satie, et j'ai tant transpiré que j'ai trempé la toile. Je n'ai pas eu le courage de rappeler avant le lendemain. Très bien, ai-je dit d'une voix ferme. Aujourd'hui, oui. Rosa Cabarca, bien sûr, était au-delà de tout ça. Ah, mon pauvre vieux, a-t-elle soupiré, le moral à toute épreuve. Tu disparais pendant 2 mois et tu ne reviens que pour exiger des chimères. Elle m'a raconté qu'elle n'avait pas revu Delgadina depuis plus d'1 mois, mais que la petite semblait si bien remise de la frayeur de mes ravages qu'elle n'en avait pas dit un mot, pas plus qu'elle n'avait demandé de mes nouvelles. Et qu'elle était très contente parce qu'elle avait un nouveau travail, plus agréable et mieux payé que les boutons. Une boule de feu m'a embrasé les entrailles. Elle fait la putain, ai-je dit. Rosa Cabarca m'a répondu sans se troubler. Ne sois pas idiot, si c'était le cas, elle serait ici. Où pourrait-elle être mieux ? Sa logique à toute épreuve a exacerbé mes doutes. Et qui me garantit qu'elle n'est pas là ? Si c'est comme ça, il vaut mieux que tu ne saches pas, tu crois pas ? Une fois de plus, je l'ai détestée. Mais elle, ne reculant devant rien, a promis de se lancer sur les traces de la petite. Sans trop d'illusions, parce que le téléphone de la voisine chez qui elle appelait avait été coupé, et elle ne connaissait pas son adresse. Pas la peine de te suicider pour ça, bon Dieu, dans 1 heure je t'appelle. Ça a été 1 heure qui a duré 3 jours. Mais elle a trouvé la petite disponible et en bonne santé. Je suis revenu mort de honte. Et pour faire pénitence, je l'ai embrassée pouce par pouce, de minuit jusqu'au chant du coq. Un long pardon que je me suis juré de répéter à l'infini, et j'ai eu l'impression de tout reprendre depuis le début. La chambre avait été démantelée, et la négligence avait eu raison de tout ce que j'y avais apporté. Rosa Cabarca l'avait laissée en l'état, et m'a averti que toute amélioration serait à ma charge à cause de ce que je lui devais. J'étais au bord du gouffre. L'argent de mes retraites me suffisait de moins en moins. Le peu d'objets vendables qui restaient dans la maison n'avaient aucune valeur marchande, sauf les bijoux sacrés de ma mère. Et rien n'était assez vieux pour être ancien. En des temps meilleurs, le gouvernement m'avait tenté en offrant de m'acheter en bloc les classiques grecs, latins et espagnols pour la bibliothèque départementale. Mais je n'avais pas eu le cœur de les lui vendre. À présent, avec les changements politiques et la détériorisation du monde, plus personne au gouvernement ne songeait aux arts et aux lettres. Fatigué de chercher une solution honorable, j'ai fourré dans ma poche les bijoux que Delgadina m'avait rendus, et je suis allé les mettre au clou dans une ruelle sinistre qui donnait sur le marché.
Avec des airs de vieux bonhomme distrait, j'ai parcouru en long et en large ce coupe-gorge plein de cantines malfamées, de librairies d'occasion et de monts de piété. Mais la dignité de Florina de Dios s'est interposée. Je n'ai pas osé. Alors j'ai pris la décision de les vendre la tête haute chez le bijoutier le plus ancien et le plus réputé. L'employé m'a posé quelques questions tandis qu'il examinait les bijoux à la loupe. Il avait l'allure, le style et la gravité d'un médecin alarmé. Je lui ai expliqué que ces bijoux avaient appartenu à ma mère. Il acquiesçait par un grognement à chacune de mes explications et, à la fin, a ôté la loupe de son œil en disant « Je suis désolé, mais ce sont des tessons de bouteille. » Devant mon air sidéré, il m'a expliqué dans un élan de commisération « Mais l'or est bien de l'or, et le platine du platine. » J'ai tâté mes poches pour vérifier que j'avais les factures sur moi, et j'ai dit, sans me fâcher, « Ils ont été achetés dans cette noble maison, il y a plus de 100 ans. » Il n'a pas bronché. Il arrive qu'on hérite de bijoux dont les pierres les plus précieuses se sont volatilisées avec le temps, subtilisées par quelques paniers percés de la famille ou des joailliers malhonnêtes. Et le jour où on veut les vendre, on découvre le pot-aux roses. Mais donnez-moi une minute, a-t-il ajouté en emportant les bijoux dans la pièce du fond. Il est revenu au bout d'un moment, et sans aucune explication m'a fait signe de m'asseoir tout en reprenant son travail. J'ai examiné la boutique. J'étais venu à plusieurs reprises avec ma mère, et je me souvenais d'une phrase qu'elle me répétait souvent. « Surtout, ne dis rien à ton père. » Soudain, une idée m'a traversé l'esprit et m'a donné le frisson. Rosa Cabarca et Delgadina, d'un commun accord, n'auraient-elles pas vendu les pierres authentiques et rendu des bouts de verre ? J'étais torturé par le doute quand une secrétaire m'a invité à la suivre dans cette même pièce du fond où il y avait une grande étagère garnie d'énormes dossiers. Un bédouin colossal s'est levé de derrière le bureau et m'a serré la main en me tutoyant comme un vieil ami. « On a passé le baccalauréat ensemble, m'a-t-il dit, en guise de salut. Je n'ai eu aucun mal à le reconnaître. C'était le meilleur footballeur de l'école et le champion de nos premières virées dans les bordels. Un beau jour, j'avais cessé de le voir, et il me trouvait sans doute si décati qu'il me prenait pour un de ses camarades d'enfance. Sur la plaque de verre qui recouvrait le bureau, un des énormes registres était ouvert à la page où avaient été archivées les opérations de ma mère. Un historique exhaustif avec les dates et les détails prouvant qu'elle-même avait dans cette même bijouterie vendu et fait remplacer les pierres précieuses ayant appartenu à 2 générations de belles et dignes Cargamentos. Cela avait eu lieu au temps où le père du propriétaire actuel tenait le magasin, et où ce dernier et moi allions encore à l'école. Mais il m'a rassuré. Dans les grandes familles en difficulté, ces tractations étaient monnaie courante pour faire face aux revers de fortune sans attenter à l'honneur. Devant la terrible réalité, j'ai préféré conserver les fausses pierres en souvenir d'une Florina de Dios que je n'avais pas connue. Début juillet, j'ai touché du doigt la distance réelle qui me séparait de la mort. Mon cœur a perdu son rythme et j'ai commencé à voir et à sentir de toutes parts les prémices sans équivoque de la fin. La plus nette s'est manifestée pendant le concert au théâtre de Bella Sarte. L'air conditionné était en panne et la fine fleur des arts et des lettres mijotait au bain-marie dans une salle comble, mais grâce à la magie de la musique, le climat était paradisiaque. Pendant l'allegretto poco mosso de la fin, j'ai été bouleversé par la révélation soudaine que j'étais en train d'écouter le dernier concert que m'offrait le destin avant de mourir. Je n'ai éprouvé ni douleur ni peur, mais l'émotion foudroyante d'avoir eu la chance d'être arrivé jusque-là pour le vivre. Lorsqu'enfin, trempé de sueur, je me suis frayé un chemin entre les photographes et les gens qui se donnaient l'accolade, je me suis trouvé nez à nez avec Ximena Ortiz, déesse de 100 ans dans son fauteuil roulant. Sa seule présence s'imposait à moi comme un péché mortel. Elle portait une tunique de soie ivoire aussi resplendissante que sa peau, 3 rangs de perles fines. Ses cheveux couleur de nacre étaient coupés à la garçonne avec une pointe en aile de mouette sur la joue, et l'éclat de ses grands yeux dorés était rehaussé par l'ombre naturelle des cernes. Tout en elle contredisait la rumeur selon laquelle l'érosion implacable de la mémoire était en train de lui vider la cervelle. Pétrifié, et ne sachant quoi dire devant elle, j'ai retenu la vapeur brûlante qui me montait aux joues et les salué en silence par une révérence versaillaise.
Elle a souri telle une reine et m'a pris la main. Alors j'ai compris que c'était là aussi un cadeau du destin, et je l'ai accepté, pour arracher de mon cœur une épine qui me faisait mal depuis toujours. Je rêve de ce moment depuis des années, ai-je dit. Elle n'a pas semblé comprendre. Sans blague? Mais qui es-tu? Je n'ai jamais su si elle avait tout oublié ou si c'était là l'ultime vengeance de sa vie. La certitude d'être mortel m'était tombée dessus peu avant d'atteindre la cinquantaine, un soir comme celui-ci, pendant le carnaval, alors que je dansais un tango bestial avec une femme phénoménale dont je n'ai jamais vu le visage, qui devait peser 20 kilos de plus que moi et me dépasser de 10 centimètres et se laisser pourtant conduire comme une plume dans le vent. Nous dansions, si collés l'un à l'autre, que je sentais son sang battre dans ses veines, et j'étais comme engourdi de plaisir par son souffle haletant, sa sueur ammoniaquée, ses nichons astronomiques, quand, pour la première fois, le spectre de la mort m'a ébranlé et m'a presque renversé à terre. Un oracle impitoyable m'a soufflé à l'oreille. Quoi que tu fasses, cette année ou dans 100 ans, tu seras mort. Effrayée, elle s'est écartée de moi. Qu'avez-vous? Rien, ai-je dit, essayant de retenir mon cœur. Je tremble pour vous. Dès lors, je n'ai plus compté en années, mais en décennies. Celle de la cinquantaine a été décisive, parce que j'avais pris conscience que presque tout le monde était plus jeune que moi. Celle de la soixantaine la plus intense, car j'avais cru ne plus pouvoir me permettre de faire des erreurs. Celle de 70 à 80 a été terrible, car elle aurait pu être la dernière. Cependant, quand je me suis réveillé en vie le matin de mes 90 ans, dans le lit heureux de Delgadina, il m'est apparu que la vie ne s'écoulait pas comme le fleuve tumultueux d'Héraclite, mais qu'elle m'offrait l'occasion unique de me retourner sur le grill et de continuer à rôtir de l'autre côté pendant encore 90 années. J'ai commencé à avoir la larme facile. Le moindre sentiment voisin de la tendresse me nouait la gorge, et comme je ne parvenais pas toujours à le maîtriser, j'ai pensé renoncer au plaisir solitaire de veiller sur le sommeil de Delgadina. Non pas à cause de ma mort probable, mais de la douleur de l'imaginer sans moi pour le restant de sa vie. Par une de ces journées nébuleuses, la distraction a conduit mes pas rue des Notaires, et j'ai été surpris de ne trouver que les décombres du vieil hôtel de passe où, peu avant mes 12 ans, j'avais été initié de force aux arts de l'amour. L'hôtel avait été une demeure de vieux loup de mer, une des plus belles qu'on pouvait retrouver en ville, avec des colonnes recouvertes d'albâtre ornées de moulures dorées et une cour intérieure couverte par une verrière de 7 couleurs qui irradiait une lumière de jardin d'hiver. Le rez-de-chaussée, avec son portail gothique donnant sur la rue, avait abrité pendant plus d'un siècle les études notariales de la colonie où, tout au long d'une vie nourrie de rêves fantastiques, mon père avait travaillé et prospéré avant de se ruiner. Les familles historiques avaient peu à peu abandonné les étages, remplacés par une légion de tapineuses en disgrâce qui montaient et descendaient du soir au matin avec des clients levés pour 1,5 peso dans les cantines du port fluvial tout proche. À 12 ans, encore en culotte courte et en chaussures montantes d'écolier, je n'avais pu résister à la tentation d'aller faire un tour dans les étages pendant que mon père participait à l'une de ces interminables réunions. Et j'avais assisté à un spectacle céleste. Les femmes qui bradaient leur corps jusqu'au petit jour circulaient dans la maison dès 11 heures du matin, alors que sous la verrière, la chaleur était déjà insupportable, et vaquaient aux travaux ménagers dans le plus simple appareil, en commentant à grands cris leur aventure de la nuit. J'en suis resté terrorisé. J'étais sur le point de m'échapper par où j'étais entré, quand l'une de ces Èves aux chairs rebondies, fleurant le savon de montagne, m'a ceinturé par derrière et m'a porté jusque dans sa cellule de carton, sans même que je puisse la voir, au milieu des cris et des applaudissements des autres pensionnaires. Elle m'a jeté sur un grand lit à 4 places, m'a ôté mes culottes en un tournement magistral et a entrepris de me chevaucher. Mais la terreur glacée qui inondait mon corps m'a empêché de l'honorer comme un homme. Cette nuit-là, dans mon lit, je n'ai pu dormir qu'1 heure à cause de la honte de cet assaut et de l'envie de la revoir. Si bien que le lendemain matin, tandis que les fêtards dormaient, je suis monté en tremblant jusqu'à son cagibi et je l'ai réveillé en pleurant à chaudes larmes, en proie à un amour fou
qui a duré jusqu'au jour où la bourrasque de la vie l'a emportée sans miséricorde. Elle s'appelait Castorina, et elle était la reine de la maison. Les chambres de l'hôtel coûtaient 1 peso par passe, et nous étions très peu à savoir qu'on pouvait y rester 24 heures pour le même prix. Castorina m'a introduit dans son univers de débauche où on invitait les clients pauvres à des petits déjeuners somptueux, où on leur prêtait du savon, soignait leurs rages de dents et, en cas d'urgence, leur faisait la charité d'un peu d'amour. Mais pendant les après-midi de ma vieillesse ultime, personne ne se souvenait plus de l'immortelle Castorina, morte Dieu seul savait quand, qui avait grimpé les marches misérables de la jetée du fleuve jusqu'au trône sacré de grande Maquerelle, un bandeau de pirates sur son œil perdu lors d'une bagarre dans une cantine. Son dernier gigolo régulier, un noir chanceux de Camagüey, qu'on appelait Jonas le Galérien, avait été l'un des grands trompettistes de la Havane, jusqu'au jour où il avait perdu son râtelier complet dans une catastrophe ferroviaire. À la fin de cette promenade amère, j'ai eu le cœur comme transpercé d'une douleur qu'au bout de 3 jours, aucun remède de la maison n'avait pu soulager. Le docteur que j'ai consulté d'urgence, membre d'une lignée d'éminents médecins, était le petit-fils de celui qui m'avait examiné quand j'avais 42 ans. Et j'ai eu peur en le prenant pour celui-ci, car il était aussi vieux que son grand-père à 70 ans, à cause d'une calvitie précoce, de ses lunettes de myope incurable et de son air de tristesse inconsolable. Il m'a examiné des pieds à la tête, avec la concentration d'un orfèvre, ausculté la poitrine et le dos, pris la tension, vérifié les réflexes, regardé le fond de l'œil et la couleur de la conjonctive. Pendant les pauses, tandis que je changeais de position sur la table d'examen, il me posait des questions si vagues et si rapides que j'avais à peine le temps de peser mes réponses. Au bout d'1 heure, il m'a regardé avec un grand sourire. « Bon, je crois que je ne peux rien pour vous. Que voulez-vous dire ? Que vous vous portez aussi bien que possible pour votre âge ? C'est curieux, ai-je dit. Votre grand-père m'a dit la même chose quand j'avais 42 ans, comme si le temps ne passait pas. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire cela, parce que vous aurez toujours un âge. Moi, comme pour le pousser à prononcer un verdict fatal, j'ai répondu « Quand on n'a plus d'âge, c'est qu'on est mort. » C'est exact, mais ce n'est pas facile d'y arriver quand on est en aussi bon état que vous. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous rendre service. C'était de nobles souvenirs. Mais à la veille du 29 août, en montant les escaliers de chez moi, j'ai senti que j'avais des jambes de plomb et que le poids énorme du siècle m'attendait, impassible. Alors j'ai revu une fois encore Florina de Dios, ma mère, dans mon lit, qui avait été le sien jusqu'à sa mort, me bénissant comme elle l'avait fait 2 heures avant de mourir. Bouleversé, j'ai interprété cette vision comme l'annonce de la fin, et j'ai appelé Rosa Cabarca pour qu'elle fasse venir ma petite le soir même, prévoyant que mon rêve de survivre jusqu'au dernier souffle de mes 90 ans ne s'accomplirait pas. Je l'ai rappelée à 8 heures, et elle m'a répété que c'était impossible. « Il le faut à tout prix !» ai-je crié terrorisé. Elle a raccroché sans un mot, mais 1/4 d'heure plus tard, elle rappelait. « Bon, elle est là. » Je suis arrivé à 10h20, et j'ai remis mes dernières volontés à Rosa Cabarca avec les dispositions que j'avais prises pour la petite après ma faim atroce. Elle a cru que l'homme poignardé m'avait impressionné et m'a dit d'un air moqueur. « Si tu as l'intention de mourir, ne le fais pas ici. Imagine un peu. » Mais j'ai répliqué. « Tu diras que j'ai été renversé par le train de Puerto Colombia, ce pauvre petit tas de ferraille incapable de tuer qui que ce soit. » Ce soir-là, préparé à tout, je me suis couché sur le dos pour attendre le spasme final à la première seconde de mes 91 ans. J'ai entendu des cloches dans le lointain, senti l'âme parfumée de Delgadina endormie sur le côté, écouté un cri au loin, les sanglots de quelqu'un peut-être, mort un siècle auparavant dans la chambre. Alors j'ai éteint la lumière dans un dernier soupir, j'ai entrelacé mes doigts aux siens pour l'emmener avec moi, et j'ai compté les 12 coups de minuit en même temps que mes 12 dernières larmes, jusqu'à ce que les coqs se mettent à chanter, les cloches à sonner à toute volée, et les pétards à exploser pour me féliciter d'avoir survécu sain et sauf à ma 90e année. Mes premiers mots ont été pour Rosa Cabarca. « Je t'achète la maison, la boutique et le jardin. Faisons plutôt un arrangement entre vieux, m'a-t-elle dit.
Celui qui mourra le premier laissera à l'autre tout ce qu'il possède, et on signe devant notaire. Non, parce que quand je mourrai, je veux tout laisser à la petite. C'est pareil, a dit Rosa Cabarca. Je me charge de la petite, et après je lui laisse tout. Ce qui est à moi et ce qui est à toi. Je n'ai qu'elle au monde. Entre-temps, on refait la chambre avec tout le confort, l'air conditionné, tes livres et ta musique. Tu crois qu'elle sera d'accord? Ah, mon pauvre ami, en plus d'être vieux, tu es con, a dit Rosa Cabarca en éclatant de rire. Cette pauvre gosse est dingue de toi. Je suis sorti dans la rue, et pour la première fois je me suis vu à l'horizon lointain de mon premier siècle. Ma maison, silencieuse et en ordre à 6h15, resplendissait des couleurs d'une aurore bienheureuse. Damiana chantait à tue-tête dans la cuisine. Le chat ressuscité est venu se frotter contre mes jambes et m'a suivi jusqu'à ma table de travail. J'étais en train de ranger mes vieux papiers, l'encrier, la plume d'oie, quand le soleil a jailli entre les amandiers du parc et que le bateau fluvial de la poste, en retard d'une semaine à cause de la sécheresse, est entré en mugissant dans le chenal du port. C'était enfin la vraie vie. Mon cœur était sauf, et j'étais condamné à mourir d'amour au terme d'une agonie de plaisir, un jour quelconque après ma centième année.